Donc, bienvenue au château d'Écouen, qui est aussi le siège du Musée national de la Renaissance. Je suis Guillaume Fontenelle et je suis conservateur ici au musée, plus spécialement en charge de la question de la sculpture, du mobilier et du bois. Alors, le château d'Écouen est un endroit un petit peu particulier parce que c'est d'une part un très grand monument de la Renaissance, mais c'est aussi un musée. Alors, ce château est tout à fait exceptionnel puisque ça fait partie de ces grands monuments qui témoignent de l'évolution de l'architecture et du développement de la Renaissance dans l'architecture en France autour des années 1540. Et puis donc à l'intérieur, il y a un musée qui est relativement récent puisqu'il a ouvert en 1977 mais qui en fait a une histoire beaucoup plus ancienne. Les collections qui constituent ce musée sont issues des collections rassemblées par un grand érudit, Alexandre du Sommerard, au début du 19e siècle. Toutes ces collections étaient conservées à Paris, dans l'hôtel de Cluny, et pendant très longtemps, donc tout était présenté ensemble, mais très empaqueté à l'intérieur de cet hôtel de relativement modeste dimension. Dans les années 1950, il a donc été décidé de couper en quelque sorte en deux les collections de Cluny. D'un côté, le Moyen-Âge, qui se trouve toujours à Paris dans cet hôtel, et de l'autre, la Renaissance, qui est venue ici à Écouen. Donc si le musée ouvre en 1977, en réalité, vous pouvez voir des objets qui ont été rassemblés à partir des années 1830. Et aujourd'hui encore, donc, cette politique d'acquisition se poursuit avec une dizaine d'acquisitions par an. Alors le château d'Écouen est très important parce qu'il est lié à un personnage de premier plan à la cour de France, qui est le connétable Anne de Montmorency. Anne étant ici un peu bizarrement peut-être pour nous, un prénom masculin. Alors cette Anne de Montmorency, il est très proche du roi François Ier, il va être également le principal conseiller ensuite de son fils, le roi Henri II, et donc il est vraiment au cœur du pouvoir, en gros, des années 1515 jusqu'à sa mort pendant les guerres de religion en 1567. Anne de Montmorency est aussi un grand commanditaire d'œuvres d'art, d'autant plus facilement qu'il est extrêmement riche. Après l'Église et après le roi, c'est probablement le principal propriétaire terrien en France. Il a des terres partout, en Bretagne, dans le Languedoc, mais aussi évidemment et en grande partie ici, autour d'Écouen, puisque la famille de Montmorency tire son nom d'une petite ville qui est à une quinzaine de kilomètres à peu près à l'ouest du château. Donc, hormis Écouen, il a aussi Chantilly, l'Isle-Adam, Vigny, Fère-en-Tardenois, toute une série de châteaux qui dressent au nord de Paris une sorte de réseau, un réseau qu'il met à profit pour accueillir le roi systématiquement lorsque celui-ci doit se déplacer au nord de la capitale. Le site était occupé par un château depuis le Moyen-Âge, mais Anne de Montmorency l'a fait entièrement raser et il a fait reconstruire ce que nous voyons aujourd'hui, et il va faire un château très original, en particulier dans sa distribution. En général, lorsqu'on visite un château, c'est facile, on rentre dans la cour par un côté, de l'autre côté il y a l'aile en fond de cour, c'est là que va se trouver le propriétaire, et donc au milieu de cette aile, on va trouver un escalier pour monter au premier étage et aller chez le propriétaire. À Écouen, ça n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. L'aile du fond est consacrée exclusivement à une galerie, et à des espaces de service. Et en fait, les deux principales entrées qui sont marquées en façade par des grands portiques, donc des sortes d'éléments qui viennent mettre en valeur les portes, il y a deux ailes en vis-à-vis. D'un côté, l'aile pour le connétable et pour son épouse Madeleine de Savoie, et de l'autre, une aile qui est réservée pour le roi. Alors le roi va venir à Écouen relativement régulièrement. Pour Henri II, il y a une quinzaine de séjours qui sont attestés. Il vient, au grand mot, une dizaine de jours. Ça peut paraître assez surprenant de faire une aile complète pour quelqu'un qui vient seulement, au mieux, 10 jours par an, mais il faut bien imaginer qu'à cette époque, eh bien, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de téléphone portable. Donc lorsqu'on veut parler au roi, il est absolument fondamental de pouvoir avoir un accès direct au souverain. Et lorsque le souverain est chez vous, vous avez bien sûr des occasions privilégiées de lui parler. D'où cet intérêt d'essayer d'accueillir le roi et de tout faire pour qu'il vienne le plus régulièrement possible dans le château. De ce côté-là, il y a donc une aile spécifique pour le roi et pour la reine, avec toute une série d'aménagements qui sont conçus spécialement en fonction des goûts d'Henri II. Henri II, on le sait en particulier, est un très grand sportif. Il joue beaucoup à la paume, qui est l'ancêtre du tennis. Et donc, Anne de Montmorency va faire construire au pied de l'aile nord un jeu de paume, aujourd'hui disparu, spécialement pour pouvoir accueillir le roi. Alors, dans la cour du château, on peut avoir une idée de l'architecture qui a été choisie par Anne de Montmorency. Le château a dû être construit entre 1538 et 1555 à peu près, et assez curieusement on ne connaît pas le nom du premier architecte. C'est celui qui a réalisé les parties latérales de la façade. Parce qu'il faut bien comprendre que le connétable s'est trouvé face à un problème. Il a en quelque sorte entrepris la reconstruction de son château un tout petit peu trop tôt
Et du coup, le château, lorsqu'il est achevé en 1544-1545, paraît déjà démodé par rapport aux innovations radicales qui sont en train de se faire jour en architecture. Et donc, à peine le château est-il terminé que le connétable fait réintervenir un nouvel architecte pour transformer ce qu'il vient d'achever. Ce nouvel architecte, cette fois on connaît son nom, il s'appelle Jean Bulan. Jean Bulan va rajouter les portiques au centre de chacune des façades. Et ces portiques, on le voit très bien, ne sont pas très bien intégrés. Si vous regardez celui qui est derrière moi, vous verrez par exemple qu'il vient couper les deux lucarnes qui sont au centre et la corniche à gauche et à droite dépasse sur les lucarnes. Donc c'est vraiment un morceau qui est collé et c'est un morceau à l'antique qui évoque les connaissances archéologiques de Jean Bulan, puisqu'il y a un certain nombre de détails dans ces colonnes et aussi dans les parties horizontales au-dessus qu'on appelle l'entablement, qui montrent qu'il connaît un exemple antique précis qui est le temple de Castor et Pollux à Rome. Et donc il y a ici une idée qui est de faire référence à l'Antiquité et du coup évidemment de placer le connétable dans la filiation du grand empire romain et de ces très grands dirigeants qui à l'époque étaient considérés comme les plus grands dirigeants politiques qu'il y ait jamais eu dans l'histoire. Ce portique va accueillir des œuvres d'art très importantes qui ont été offertes au connétable par le roi de France et en particulier les esclaves de Michel-Ange. Donc ces esclaves avaient été réalisés par le très grand sculpteur et artiste italien pour le tombeau du pape Jules II, mais ils n'ont finalement jamais été mis en place et ils sont donc arrivés ici en France. D'abord dans les collections royales, puis très rapidement à Écouen. Aujourd'hui, nous avons des copies dans les niches puisque les originaux se trouvent au musée du Louvre. Donc nous sommes ici dans la chapelle du château. Les œuvres que vous voyez ne sont pas les œuvres qui se trouvaient à l'origine dans la chapelle, puisque la plupart des œuvres qui étaient à l'intérieur de la chapelle ont été saisies à la Révolution et démontées. C'est le cas en particulier du lambris qui se trouvait sur les murs, c'est le cas de l'autel qui se trouvait derrière. Certains de ces éléments ont été restitués à la Restauration à la famille de Condé qui était propriétaire du château, et donc on peut les voir aujourd'hui dans la chapelle du château de Chantilly. D'autres éléments, comme les tableaux, ont été dispersés dans les collections publiques et certains d'entre eux sont au Louvre, comme par exemple la Pietà de Rosso Fiorentino. Donc il y a des œuvres des collections, mais en revanche on peut encore vraiment percevoir l'originalité de l'architecture de cette chapelle. Cette architecture est un mélange entre des éléments qui sont très directement inspirés de l'Antiquité, en particulier dans les parties en bois. Donc c'est le cas pour la balustrade qui se trouve au niveau de la tribune au-dessus de la porte. C'est aussi le cas pour la balustrade de l'oratoire, où on peut voir des colonnes, donc des éléments inspirés de l'Antiquité. De même, autour de l'autel, il y avait des grandes colonnes à l'antique. Mais lorsqu'on lève les yeux un peu plus haut et qu'on regarde la voûte, là en revanche, on est sur un système qui est encore dans la grande tradition gothique, c'est-à-dire la voûte d'ogive, avec des nervures, et donc ces nervures plus fortes, porteuses, sont remplies par de la maçonnerie en blocage qui forme ce qu'on appelle les voûtins. Donc ici, il y a une vraie illustration de cette originalité de la Renaissance française où on mélange la grande tradition nationale gothique qu'on apprécie encore beaucoup, en particulier dans l'architecture religieuse, et puis des éléments à l'antique. S'il est impossible de savoir qui est l'architecte de la chapelle, en revanche, vous ne pouvez pas manquer le commanditaire. Le connétable de Montmorency met ses marques absolument partout. Alors sur la voûte au centre, il y a bien sûr les armes, donc le blason, ces armes qui sont composées de 16 petits aigles sans bec ni griffes qu'on appelle des alérions. Ces aigles sont bleus sur un fond d'or. Et il y a aussi dans les angles donc les monogrammes, c'est-à-dire les initiales du connétable et de son épouse, Madeleine et Anne. Et puis il y a partout des épées, et ces épées sont le symbole de la charge de connétable que Anne de Montmorency vient d'obtenir au moment où il entreprend la reconstruction du château. Et puis il y a aussi des devises, c'est-à-dire un certain nombre de formules en latin qui correspondent un peu à, toute proportion gardée, des sortes de slogans politiques du connétable. Par exemple, Fidus et verax in justitia judicat et pugnat, donc il est fidèle et il est véridique et il combat et il discerne, il décide selon la justice. La justice, c'est un terme absolument fondamental chez Anne de Montmorency. Alors, ce n'est pas seulement la justice au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de juger des criminels ou des fautes, c'est une véritable vertu de distribution
au sein de la société, il faut que chacun ait ce qui lui revient de droit. Évidemment, inutile de dire que pour les nobles, ça n'est pas la même chose que pour les bourgeois, etc. Mais pour Anne de Montmorency, chacun doit être à sa place, et c'est ce qu'il nous dit ici par ce type de devise au plafond de la chapelle. Parmi les grandes spécificités du château d'Écouen, il y a un exceptionnel ensemble de décors peints. 14 cheminées peintes sont aujourd'hui conservées, ce qui n'a pas d'équivalent en France. Et puis il y a d'autres éléments de décor, en particulier les frises qui se trouvent à la base du plafond. Alors il n'y avait visiblement pas de décor sur les murs eux-mêmes, pour une raison très simple, c'est que ces murs étaient recouverts soit par des décors textiles, soit par des nattes. Et le décor peint se concentre donc essentiellement sur ces cheminées tout à fait exceptionnelles. Ici, nous avons la rencontre du roi Salomon et de la reine de Saba. On les voit tous les deux sur la troisième marche de la grande architecture qui se trouve à l'arrière-plan. En réalité, ils ne sont pas très faciles à voir. On comprend que dans cette cheminée, au fond, l'esthétique peut-être prime vraiment sur le sujet. C'est néanmoins assez original puisque quasiment toutes les cheminées conservées au château sont consacrées à des sujets de l'Ancien Testament, ce qui est un choix un petit peu particulier, mais qui reflète peut-être aussi le caractère assez traditionnel de la famille de Montmorency. Alors, la cheminée est très caractéristique des décors qu'on appelle bellifontins parce qu'ils ont été élaborés dans le cadre du chantier de Fontainebleau pour le roi François Ier. Et ici, on a un bon exemple de ce style de Fontainebleau avec un cadre qui est très important, ne serait-ce que d'ailleurs en surface. Le cadre, en fait presque autant de surface que la scène peinte elle-même, et puis le cadre est absolument proliférant, avec des décors de cuir qui sont ces enroulements que l'on peut voir à la base de la cheminée, et puis également les grandes figures monumentales de part et d'autre. Tout cela évoque donc la galerie imaginée par Rosso Fiorentino à Fontainebleau, la célèbre galerie François Ier, et puis ça peut aussi renvoyer à des œuvres commandées du temps d'Henri II, comme par exemple les figures de la Fontaine des Innocents, sculptées par Jean Goujon. C'est le cas en particulier de la figure de la femme à droite qui tient une urne qui verse de l'eau. Donc on voit que ici les peintres d'Écouen, malheureusement non identifiés, connaissent très bien ce qui se fait en France à la même époque et ils l'utilisent sur les cheminées. La tenture de David et Bethsabée est une œuvre fondamentale dans l'histoire du Musée national de la Renaissance, parce que c'est un petit peu elle qui a motivé la création du musée. La tenture, en effet, était présentée à Cluny, mais dans le désordre, pas dans la même salle et de manière incomplète. Ici, aujourd'hui, elle occupe donc tout le premier étage de l'aile ouest. Il s'agit d'un ensemble exceptionnel avec 10 pièces de très grande taille, les plus grandes font jusqu'à 8 mètres de long. Le sujet, c'est donc l'histoire du roi David, qui va se séparer de sa première femme, Michol, pour épouser une autre femme, donc Bethsabée, et il va en avoir un enfant qui sera le roi Salomon. Néanmoins, le roi David est aussi un roi pécheur, puisqu'en fait Bethsabée est déjà mariée, et il va donc devoir envoyer le mari de Bethsabée à la mort pour pouvoir l'épouser. C'est ce que nous voyons en fait ici, dans la scène qui est derrière nous, et où il y a un fonctionnement un petit peu en vignette, ou en bande dessinée presque, pourrait-on dire. Donc il y a plusieurs épisodes qui sont représentés sur la même scène, avec en haut à gauche, dans une chambre, David et Bethsabée assis sur le bord du lit. Ensuite, si on descend, nous avons David debout qui accueille Uri, le mari de Bethsabée, et la scène centrale montre donc l'ordre que David donne à Uri, donc aller à la guerre, et évidemment il va aller au front et il va se faire tuer. Et ensuite nous voyons donc le départ d'Uri et de Bethsabée. Alors la tenture est exceptionnelle par le nombre de personnages, par aussi le caractère très précieux du tissage. Il y a des matériaux précieux, il y a de la soie, il y a du fil d'or, qui aujourd'hui sont un peu moins chatoyants, mais on perçoit encore vraiment la richesse de l'effet général. Et puis ce qui est représenté même est une mise en scène d'une vie de cour extraordinaire, avec notamment les costumes, en particulier le costume de Bethsabée par exemple. Au Musée national de la Renaissance, il y a aussi une grande collection de mobilier et une partie un petit peu mise en scène dans les appartements du premier étage pour évoquer l'ambiance des pièces à la Renaissance. Et ici, nous avons un meuble qui est très emblématique du mobilier de la Renaissance, c'est ce qu'on appelle un dressoir. C'est un meuble d'apparat qui est là pour présenter de la vaisselle précieuse et qui doit figurer en marge d'un banquet. Il faut imaginer que sur la partie haute ici, il y avait des gradins sur lesquels on pouvait poser une partie de la vaisselle, et également ici en dessous. Ce meuble est aussi assez caractéristique de ce basculement entre Moyen-Âge et Renaissance, parce que la forme
générale avec les 5 pans. Le jeu également des moulures horizontales et verticales renvoie à une tradition qui est celle du Moyen-Âge. En revanche, le décor, avec ces enroulements végétaux qu'on appelle des rinceaux, est très explicitement en lien avec les modèles de la Renaissance italienne et avec l'Antiquité. Et puis nous avons surtout les très jolis médaillons. Alors on a parfois essayé de voir des portraits des propriétaires du meuble. Bon, ça n'est certainement pas le cas en réalité. C'est une véritable mode que de représenter à la Renaissance des personnages de profil strict comme des médailles ou comme des monnaies antiques. Et ici on en a donc de très très beaux exemples. Il manque malheureusement certains éléments de ce meuble, en particulier les 2 plaques de serrure qui devaient se trouver ici, mais on a la chance d'avoir encore les anciennes pentures, donc les parties métalliques que vous voyez ici en haut et en bas, et quand on regarde bien, on se rend compte que ces pentures sont posées sur un tissu rouge. Donc ce meuble avait au départ une polychromie qui était sans doute plus importante que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Le tissu rouge ici, les éléments de marqueterie sombre sur les côtés avec des incrustations en pâte blanche à l'intérieur, et puis probablement il y avait moins de couches de cire et donc le meuble était plus clair. Ça formait donc un ensemble où la polychromie et les couleurs étaient très importantes, ce qu'on a parfois tendance à oublier un petit peu pour ces objets anciens. Alors, la France est le pays du vitrail et on associe souvent le vitrail au Moyen-Âge. En réalité, quasiment la moitié des verrières conservées en France datent de la période de la Renaissance, qui est vraiment un moment très très faste du point de vue de cette technique. Alors on en a de très nombreux exemples à Écouen. Dans le domaine religieux, c'est le cas pour la salle où nous nous trouvons, mais aussi il y avait beaucoup de vitraux civils auquel est consacrée donc une autre salle à l'intérieur du château. Le vitrail que nous avons juste derrière moi est l'une des pièces les plus importantes. Donc c'est un portrait du roi François Ier qui se trouvait dans la Sainte-Chapelle de Vincennes. Lors des restaurations, comme ce panneau était très abîmé, il a été décidé de ne pas le remonter et c'est la raison pour laquelle nous le voyons ici. Il est remplacé sur place par une copie du XIXe siècle. Alors, ce panneau montre d'abord un portrait exceptionnel du roi François Ier, un portrait âgé. En fait, le vitrail est commandé après la mort de François Ier par son fils Henri II, au moment où Henri II décide d'établir le principal ordre de chevalerie français, l'ordre de Saint-Michel, dans la Sainte-Chapelle de Vincennes. Donc, le roi porte le costume d'apparat de l'ordre de Saint-Michel et on voit surtout l'extraordinaire prodige technique qu'a atteint le vitrail, qui est un véritable art de la peinture. Évidemment, il y a des pièces qui sont teintées dans la masse, dans la plus pure tradition de la technique du vitrail depuis le Moyen-Âge. Mais on peut aussi modeler ces pièces teintées dans la masse par l'ajout de peinture au pinceau, avec de la grisaille qui va permettre de faire des ombres et avec de la sanguine qui va être utilisée ici en particulier pour les carnations du visage. Et puis, il y a un travail très subtil qui peut être fait également à l'aiguille, c'est-à-dire qu'on peut enlever de la matière pour faire réapparaître donc de la lumière pure sur la grisaille ou sur la sanguine. C'est ce qui se passe ici dans la barbe de François Ier qui est dessinée avec une extraordinaire finesse. C'est un travail très délicat puisque en fait les couleurs changent à la cuisson, donc la grisaille va notamment s'opacifier à la cuisson, donc il faut une bonne expérience pour pouvoir anticiper le résultat final. On ne voit pas exactement au moment où on peint ce que l'on va obtenir à l'arrivée. Alors, le Musée national de la Renaissance conserve aussi une collection importante de sculptures italiennes et de sculptures françaises. Et parmi les œuvres les plus importantes de la Renaissance française, eh bien, il y a cet ensemble de Germain Pilon. Germain Pilon, c'est l'un des 2 grands sculpteurs français de la Renaissance avec Jean Goujon, que l'on connaît peut-être un petit peu mieux. Et Germain Pilon a donc travaillé pour le roi et aussi pour beaucoup de grands personnages. Et ici, c'est une sculpture très intéressante de la fin de sa carrière. Elle se trouvait au sommet d'un portique de colonne, assez en hauteur. Ça explique d'ailleurs la déformation de certains éléments, comme le livre, qui sont en biais lorsqu'on les regarde aujourd'hui, mais en fait qui devaient être vus très correctement lorsqu'on était un peu en contre-plongée. Le sujet, ce sont donc les 3 femmes qui tissent, filent, puis coupent le fil de la vie, et il faut imaginer qu'il y avait donc probablement un fil qui a disparu aujourd'hui, qui partait donc de l'écheveau de laine ici, qui était filé par la seconde parque et qui était coupé par les ciseaux de la 3e. Alors l'œuvre est emblématique de ce qu'on appelle le maniérisme européen, c'est-à-dire un courant esthétique où on va idéaliser et déformer les proportions générales du corps dans un objectif esthétique. Ici, vous voyez par exemple que les têtes sont toutes petites par rapport à l'ensemble du corps, que ces têtes sont posées sur des coups qui sont extrêmement longs, et par ailleurs, l'ensemble de la sculpture est pris dans un extraordinaire bouillonnement de drapés. Donc en quelque sorte, nous sommes dans une rhétorique de l'art pour l'art,
On ne cherche pas à imiter la nature ou la réalité, on s'en éloigne pour faire quelque chose que l'on juge encore plus beau et encore plus remarquable. Il y a aussi enfin ce jeu des mains, les mains avec les doigts extrêmement longs, souples, presque mous, qui évidemment ne sont pas du tout réalistes, mais ça n'est pas une maladresse du sculpteur, c'est vraiment un choix de sa part. Alors, le Musée national de la Renaissance conserve un très grand nombre de pavements, le terme pavement étant en fait l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui du carrelage, mais évidemment c'est un carrelage de très grand luxe avec des motifs qui sont réalisés spécifiquement pour chacun des espaces dans lesquels ces carrelages doivent prendre place. Et ici, nous avons donc un pavement très important qui provient d'un château de Champagne, le château de Polizy. Ce château appartenait à la famille de Dindeville, que beaucoup de gens en fait connaissent, car l'un des membres de la famille est représenté sur l'un des tableaux les plus célèbres de la Renaissance européenne, qui est la National Gallery de Londres, les ambassadeurs d'Holbein. C'est donc le personnage qui est à gauche sur le tableau. C'est dans son château que se trouvait ce pavement qui a peut-être été commandé pour son frère. On ne sait pas qui en est l'auteur, on connaît un certain nombre de spécialistes de ces grandes œuvres en faïence, comme le faïencier rouennais Maceo Abaken, mais ici, compte tenu de la taille des carreaux et de leur épaisseur, on est sûr que c'est un autre atelier, encore à découvrir, qui a travaillé. Alors, le pavement a une structure qui fait alterner des formes géométriques, des croix, des octogones. L'ensemble évoque en fait des modèles de plafond qui avaient été publiés par un Italien installé en France, Sebastiano Serlio. Donc on transfère un schéma conçu pour un plafond pour en faire ici un élément au sol. Et puis donc dans les compartiments du centre, il y a un certain nombre de symboles qui évoquent cette famille de Dindeville et les deux frères, donc l'un plutôt du côté militaire et diplomate et l'autre qui est évêque d'Auxerre, donc qui est un religieux. Alors il y a bien sûr les armes de la famille, mais on voit aussi la devise de donc l'évêque d'Auxerre, Fortuna virtuti comes, donc la fortune, la chance et la compagne de la vertu. Donc en clair, il y a du hasard dans la vie, mais il vaut mieux être vertueux parce qu'on a plus de chances que le hasard tombe bien dans ces cas-là. Il y a un message qui est visible sur ce pavement et il y a aussi des éléments qui ne sont pas du tout religieux, qui sont plutôt militaires. Donc nous avons des objets un petit peu bizarres en forme de triangle, mais qui sont en fait des poires à poudre, puisque à l'époque, lorsqu'on tire des balles, il faut recharger systématiquement l'arme au fur et à mesure. Donc c'est vraiment une sorte de portrait des deux frères qui est présent, à la fois le volet religieux et puis aussi le volet plus militaire, noble de Jean de Dindeville. Parmi les collections très remarquables du Musée national de la Renaissance, il y a un ensemble sans équivalent en France consacré aux instruments de mesure, aux instruments scientifiques qui sont répartis dans les vitrines tout autour de cette salle. Et au centre, l'un des chefs-d'œuvre des collections qui est une nef automate. Alors c'est un objet technique qui témoigne du goût des grands princes de la Renaissance et ici des princes allemands pour des œuvres mécaniques sophistiquées, et puis c'est aussi évidemment un véritable objet d'art par tout le travail qui a été nécessaire pour réaliser cette nef. C'est donc un bateau, et ce bateau est animé de multiples mécanismes. Nous avons bien sûr une horloge qui est cachée ici sous le grand plateau supérieur. Lorsque donc l'horloge sonne les quarts et les demi, en fait ce sont les personnages au sommet des mâts qui actionnent les marteaux et qui sonnent. Et il y a donc une série de mécanismes qui peuvent s'activer spécifiquement lorsqu'on tirait une petite ficelle qui était sur le côté. Et donc au moment où on actionnait cette ficelle, tout d'abord les joueurs de trompette et les tambours se mettaient à battre. À l'intérieur, il y avait un petit orgue avant qui s'actionnait pour faire de la musique. La nef se met en marche sur des roues qu'on peut voir un tout petit peu lorsqu'on est présent en dessous. Et puis, une fois que le mouvement est terminé, eh bien, elle s'arrête et les canons tirent un coup de feu. Alors, cette nef appartenait à un prince allemand. On sait qu'elle se trouvait dans les collections des princes électeurs de Saxe, donc des souverains très importants à la fin de la Renaissance. Et elle représente une sorte de vision de la société allemande, puisque au centre, sur le château arrière, il y a une sorte de dé conique, et ce dé abrite l'empereur du Saint-Empire romain germanique, donc ce souverain qui dirige tous les souverains, je dirais de niveau inférieur, dont la famille de Saxe, qui se trouve en Allemagne. Et ce souverain a la particularité d'être un souverain élu. Il y a donc des princes électeurs, et en fait les électeurs tournent en procession autour de l'empereur. Donc c'est une vision aussi de la société politique allemande que l'on peut avoir au travers de cet objet assez extraordinaire.
Alors parmi les techniques qui ont connu un extraordinaire développement à la Renaissance, il y a l'émail. L'émail, c'est une technique de vitrification, donc on utilise de la poudre de verre ou on utilise des éléments de sable avec des pigments pour obtenir sur une plaque de métal l'effet que vous voyez dans les œuvres qui sont dans cette vitrine. Alors ici nous avons une œuvre très importante qui a été créée par Léonard Limosin, donc l'un de ces très grands émailleurs de la Renaissance, et cette plaque représente Paris et elle est en rapport avec un texte antique, le texte des Héroïdes, où Ovide a imaginé des lettres d'amour entre les grands personnages de la mythologie antique. Évidemment ici donc Paris devait dialoguer avec Hélène qui reste à retrouver. Il y a de nombreuses autres plaques qui sont conservées, soit à l'étranger, aux États-Unis, à Baltimore, ou bien près d'ici, au musée Vivenel à Compiègne. Alors la plaque montre la technique tout à fait exceptionnelle de Léonard Limosin. Il faut donc faire plusieurs cuissons successives. Il y a une cuisson par couleur et puis il y a aussi une manière de faire chatoyer la couleur qu'on ne voit vraiment que lorsqu'on est devant l'œuvre et notamment avec la technique de ce qu'on appelle le paillon, c'est-à-dire qu'on va appliquer un verre qui est coloré mais translucide et sur le fond de la plaque on va mettre de l'argent, ce qui va créer des reflets très particuliers et une sorte de profondeur dans l'œuvre. On le voit en particulier sur la couronne de laurier de Paris lorsqu'on s'approche de près pour la regarder. Et puis il y a aussi des éléments d'or qui sont appliqués à la toute fin et qui contribuent au caractère complètement lumineux de cette représentation et de ces émaux. La série est aussi très intéressante du point de vue du sujet parce que évidemment la technique de l'émail est connue depuis très longtemps et dès le Moyen-Âge on utilise cette technique pour des grands décors mais essentiellement pour des décors religieux et il faut attendre les années 1530-1540 en France pour voir de nouveaux sujets mis en émail en quelque sorte. Il y a les sujets mythologiques et puis il y a aussi les portraits dont le Musée national de la Renaissance conserve de beaux exemples comme le portrait de la reine Éléonore qui est juste à côté dans la vitrine ou bien encore un diptyque qui représente la famille de Guise, donc les propriétaires du dressoir que nous avons également dans les collections avec Claude de Guise et Antoinette de Bourbon que nous voyons dans la vitrine voisine. Parmi la collection de verres d'Écouen, il y a plusieurs coupes qui sont associées à des reines de France et qui témoignent de la passion pour la verrerie et aussi des évolutions techniques dans ce domaine. Alors, juste derrière moi, première coupe, elle a appartenu à la reine Anne de Bretagne, dont on voit les armes sur le pied de la coupe. C'est une coupe en verre très transparente qui est probablement un cadeau diplomatique ou une commande spécifique faite en Italie, naturellement à Murano, donc près de Venise, là où il y a les très très célèbres fabriques de maîtres verriers. Ces verriers qui ont inventé ce qu'on appelle à la Renaissance le verre cristallo, c'est-à-dire un verre qui est presque transparent, équivalent au cristal de roche. Et la coupe ici est rehaussée par de très très beaux ornements, alors de la dorure sur les bordures et sur un certain nombre de côtes, et puis l'émail pour les armes et aussi un certain nombre de points, notamment au niveau du bouton central. Donc c'est une très très belle œuvre italienne et les Français vont évidemment avoir pour ambition de rivaliser avec ce modèle, ce qui explique la création sous le roi Henri II d'une manufacture de verre favorisée en particulier par la reine Catherine de Médicis à Saint-Germain-en-Laye. Et nous avons la chance donc dans la vitrine voisine d'avoir deux objets qui sont très probablement en rapport avec cette manufacture française. Nous avons donc une seconde coupe et une bouteille. L'œuvre la plus remarquable, c'est peut-être la bouteille en verre bleu, avec un très beau décor, avec des écailles dorées. Et il y a aussi donc des écailles dorées d'un côté, et puis ça alterne avec des décors de rinceaux, avec des points d'émail blanc à l'intérieur. Et tous ces décors montrent que même en France, on essaye de faire des verres, comme on disait à l'époque, façon de Venise, puisque ces motifs d'écailles ou ces motifs de rinceaux se trouvaient dans la production de Murano au début du XVIe siècle. Nous nous trouvons dans la salle d'orfèvrerie qui rassemble toute une série de trésors du Musée national de la Renaissance et le joyau de cette salle, c'est donc cette figure de Daphné qui se trouve derrière moi. Daphné, c'est donc cette figure de la mythologie, cette nymphe qui est poursuivie par Apollon et qui va, pour échapper aux ardeurs du dieu, se transformer en laurier. C'est donc un thème en rapport avec l'idée de la métamorphose, du changement des éléments qui intéresse beaucoup les artistes dits maniéristes qui s'intéressent à ces états intermédiaires
où on n'est plus tout à fait nature, plus tout à fait être humain. Vous voyez que Daphné repose sur des éléments de matière brute qui évoquent le minerai extrait de la mine, à partir duquel on va pouvoir ensuite évidemment faire l'œuvre elle-même. Et puis par ailleurs, il y a cette idée extraordinaire de remplacer les branches de laurier par du corail. Le corail qui est un élément qui fascine les hommes de la Renaissance parce qu'ils ne savent pas tellement dans quelle catégorie il faut le ranger. Est-ce un végétal? Est-ce une pierre? Pour eux, ça n'est pas très clair. Et donc, le choix du corail est vraiment en rapport avec cette idée de la métamorphose, du passage d'un état à un autre. L'œuvre est aussi évidemment un véritable chef-d'œuvre technique. Alors, du point de vue de l'orfèvrerie elle-même, avec la ciselure très très fine, notamment au niveau de la chevelure de Daphné, et puis il y a les petits bouquets de feuilles qui surgissent aux extrémités de l'émail et qui sont également travaillés avec beaucoup de finesse. En revanche, les bagues en argent avec des petites turquoises apparaissent plus rustiques. Elles sont de toute évidence le fruit d'une restauration ultérieure. Sans doute, à un moment, l'œuvre est tombée et donc le corail s'est cassé et on l'a réparé de cette manière. En dépit de cette restauration, on est vraiment sur une œuvre magnifique qui devait illustrer le cabinet de curiosité d'un grand prince allemand. Les princes aimaient juxtaposer ce qu'on appelait les naturalia et les artificalia, donc des objets naturels merveilleux, des cornes de narval, des crocodiles empaillés, etc. Et puis des objets travaillés par la main d'homme de manière exceptionnelle. Et on voit ici donc tout ce goût des princes de la Renaissance pour ces curiosités de la nature et de la culture mélangées.